Alors l'ACT est une psychothérapie. En fait, ça veut dire acceptation, commitment therapy, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et elle est rattachée à la troisième vague en fait, des approches cognitivo-comportementales, qui, à la différence des deux premières vagues qui s'intéressaient plus aux cognitions, c'est-à-dire aux pensées des gens, cette troisième vague, elle va plus se préoccuper des émotions, ce que les gens ressentent dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, et notamment au niveau de la sur le processus métacognitif, c'est-à-dire ce que les gens pensent sur leurs pensées. C'est une thérapie en fait qui a deux volets, comme son nom l'indique, thérapie d'acceptation et d'engagement. Elle a été créée au début des années 2000 par des psychologues qui sont Wilson Strossel et Steve Hayes. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans notre société où la souffrance est souvent quelque chose de combattu, quelque chose de tabou, eh bien, on a tendance à privilégier plus notre bien-être au détriment de ce à quoi nous accordons vraiment de l'importance, de ce qui est significatif pour nous. Donc, ils se sont dit, peut-être que finalement, on pourrait changer de paire de lunettes, changer de paradigme, en disant que la souffrance, c'est aussi une source d'apprentissage sur nous-mêmes. Et que ce qui compte, ce n'est pas tant ce que l'on vit et ce que l'on ressent comme étant douloureux, mais plutôt l'interprétation qu'on en fait. Comment on le vit, comment on le ressent et qu'est-ce que ça nous dit de nous-mêmes. Donc l'idée, c'est d'essayer progressivement d'amener les gens à prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent souvent comme étant douloureux, pour les amener à se rendre compte que finalement, ils sont beaucoup plus que leurs pensées et leurs émotions, en l'occurrence quand elles sont douloureuses, et que du coup, on va les réengager dans l'action, ou en tout cas, on va les aider à essayer de trouver du sens, de retrouver du sens dans ce qu'ils font. En fait, les fondateurs de l'ACT, donc thérapie d'acceptation et d'engagement, considèrent que notre psychologie, notre cerveau a tendance, au bout d'un moment, à générer des pensées toxiques, des émotions qui nous sont toxiques. Et que ça, c'est le processus normal de l'être humain. Et que pour combattre ça, eh bien, ils disent qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à être trop collé à ce que l'on vit et ce que l'on ressent. Ils appellent ça la fusion cognitive. Et puis, ils disent aussi que l'évitement, c'est finalement quand on vit et qu'on ressent des choses qui sont douloureuses, on a tendance à mettre en place tout un tas de stratégies d'évitement pour éviter d'avoir à penser justement à ces choses qui nous sont douloureuses. Alors si on prend l'exemple du counseling de carrière, eh bien, quand une personne est dans une situation d'incertitude professionnelle, qu'elle ne sait plus ce qu'elle veut faire, elle a suivi plusieurs licenciements, elle est dans un processus de réorientation avec beaucoup d'incertitudes, eh bien, elle peut vivre de l'angoisse, de l'anxiété, et ça c'est tout à fait normal. Alors l'ACT va aider à prendre du recul par rapport à ce que la personne vit, en l'amenant progressivement à prendre conscience que ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent, c'est qu'une partie de la réalité, c'est qu'une partie d'elle-même. Donc c'est une façon de neutraliser ses pensées, ses émotions potentiellement toxiques, en réduisant l'effet délétère, en les amenant à les accepter, à les considérer comme tels. Comme on verrait passer les nuages dans un ciel, eh bien on ne va pas s'y attacher, on ne va pas s'y accrocher, on va les accepter comme elles sont, parce qu'elles sont inévitables. C'est aussi une des choses que nous apprennent les fondateurs de l'ACT, c'est que les pensées, les émotions toxiques, elles sont inévitables, elles font partie du langage humain, et qu'il ne faut pas chercher à les combattre à tout prix, il faut les accepter comme elles sont, de manière à les distancier de nous, du coup à en réduire l'effet négatif, l'effet délétère qu'elles peuvent avoir sur nos actions. Et cette énergie psychique qu'on n'affecte plus à ça, à combattre ces émotions et ces pensées douloureuses, dans le cas d'une réorientation, on peut le réaffecter à s'engager dans l'engagement, justement, à trouver, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que c'est en accord avec les valeurs, on va travailler sur ce qui est important pour la personne, ce qui a fait du sens, profondément du sens pour la personne, et on va l'inciter à s'engager à travers les valeurs et l'action engagée dans des actions concrètes qui sont significatives pour elle. Donc il y a vraiment le volet acceptation, j'accepte
de vivre et de ressentir des choses difficiles quand je suis en train de faire un processus de transition de carrière, par exemple. C'est inhérent à la fois à ma situation et au langage humain. Donc je l'accepte, je m'en distancie, notamment avec les techniques de présence attentive ou de pleine conscience, c'est-à-dire inciter les gens à se recentrer sur le moment présent pour être plus sensibles à l'effet de leur comportement. Donc il y a ce volet acceptation d'abord, en contact avec le moment présent, et ensuite il y a vraiment le volet engagement, l'identification des valeurs. Et en counseling de carrière, travailler sur les valeurs avec quelqu'un, c'est quelque chose d'essentiel, parce que les valeurs, quoi qu'on fasse, où que l'on soit, c'est toujours ce qui nous ramène à ce qu'il y a de plus essentiel pour nous. On peut marcher vers l'ouest sans cesse, rencontrer des paysages, rencontrer des gens, des décors qui changent, mais le fait de marcher vers l'ouest, ça reste une fin en soi, c'est une valeur. On peut avoir des enfants, ça c'est un but, une action. Être un bon parent, c'est une valeur. Ça demeure, c'est ultimement ce qui nous caractérise. Dans le fond, si je prends la métaphore de l'arbre, les valeurs, ce sont les racines. Donc c'est vraiment ce qui nous soutient fondamentalement. Donc c'est très intéressant là pour les conseillers d'orientation parce qu'on travaille sur le fonctionnement psychologique, dont on sait que ça fait partie des 3 éléments d'évaluation du conseiller d'orientation. Alors je les rappelle, il y a les ressources du milieu, les ressources personnelles, les conditions du milieu et le fonctionnement psychologique. Donc finalement, avec l'acte, on va s'intéresser au fonctionnement psychologique de nos clients et on va chercher à mieux comprendre à quelle fonction d'évitement leurs comportements répondent. Quand ils vivent une indécision vocationnelle, une transition de carrière, une incertitude liée à leur métier, à l'orientation qu'ils veulent donner à leur carrière, ils mettent en place, comme nous tous, des fonctionnements d'évitement. Ça peut être la rationalisation, l'ivresse dans le travail, le sport à l'excès, etc., pour éviter d'être en contact avec des émotions douloureuses. Donc nous, on va chercher en tant que conseiller à comprendre davantage à quelle fonction ces comportements qu'ils mettent en place répondent, pour les substituer, pour identifier dans ces comportements ceux qui sont contre-productifs pour nos clients et les substituer par des comportements beaucoup plus adéquats pour eux et qui leur permettent du coup de se réengager dans une action qui leur soit positive, significative et qui les mène vers plus de satisfaction. En fait, l'acte s'intéresse à renforcer la flexibilité psychologique chez les individus, autrement dit leur permettre d'avoir plus de souplesse pour faire face aux événements de la vie qui sont douloureux et qui les amènent à vivre de l'anxiété. Donc on va travailler sur la flexibilité psychologique et pour permettre à nos clients, en counseling d'orientation par exemple, de faire face avec plus d'optimisme aux situations d'incertitude qui sont vraiment une thématique récurrente chez un grand nombre des clients qu'on rencontre quand on est conseiller d'orientation, de manière à envisager cette incertitude de carrière, non plus comme quelque chose qui serait une source d'anxiété, d'émotions douloureuses et donc paralysantes, mais comme un réservoir de possibilités, de nouveautés, et aussi comme une forme d'adaptation au manque de visibilité de leur carrière. Donc ce qui est intéressant avec l'ACT, c'est que les fondateurs ont créé ce qu'on appelle un Hexaflex, donc c'est une figure à 6 côtés, avec 6 techniques d'intervention très spécifiques qui sont l'acceptation, la diffusion, le soi comme contexte, le contact avec le moment présent, les valeurs et l'action engagée. Et ça, c'est comme un modèle pour le conseiller d'orientation pour évaluer finalement le niveau d'inflexibilité ou de rigidité psychologique de leurs clients. Autrement dit, en début de processus, souvent les clients qui vivent une grande incertitude de carrière ne voient plus de solution, ne voient plus de possibilités. Ils sont d'une certaine manière très rigides par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Donc, à travers cette figure d'Hexaflex, le conseiller va pouvoir identifier le niveau, si on peut dire, de rigidité psychologique de leurs clients par rapport à leur incertitude, et ensuite travailler sur chacun de ces éléments d'acceptation, contact avec le moment présent, le soi comme contexte, la diffusion, les valeurs et l'action engagée. On va pouvoir travailler avec le client sur chacune de ces 6 facettes d'intervention pour redonner de la flexibilité au client. Alors en intervention, pendant les processus de rencontre avec les clients, il y a plusieurs éléments sur lesquels les conseillers d'orientation peuvent porter leur attention. Tout d'abord, c'est de présenter le caractère un peu original, inhabituel de la démarche. Il faut savoir que l'acte utilise beaucoup les métaphores
pour simplifier les messages et les rendre vraiment compréhensibles par les clients. Donc il faut préciser qu'il y aura beaucoup d'exercices et basés sur des métaphores pour travailler les 6 facettes de l'hexaflex dont j'avais rapidement parlé précédemment. Il y a une chose essentielle à laquelle il faut que les conseillers prêtent attention, c'est que souvent les clients ont un besoin de compréhension, autrement dit, ils cherchent à mieux comprendre leur situation en consultant des conseillers, et que ce besoin de compréhension, il est alimenté par une stratégie de contrôle. En comprenant une situation, ils estiment pouvoir mieux la contrôler. Alors il faut faire attention à ça, de manière à ne pas tomber un peu dans le panneau et de répondre à ce besoin cognitif de compréhension qui alimenterait pour le client sa stratégie de contrôle et le maintiendrait dans un certain évitement. Donc il faut être vraiment toujours dans l'ici et maintenant avec le client, dans le processus lui-même, et ne pas hésiter à lui demander ce qu'il vit, ce qu'il ressent dans l'ici et maintenant, pendant la rencontre, par rapport à tel ou tel sujet qui a pu être abordé. Finalement, tous les événements psychologiques que le client peut ressentir pendant sa rencontre avec le conseiller sont de l'eau au moulin par rapport à l'acte. Donc il ne faut pas hésiter à régulièrement questionner le client sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent, quelle est l'émotion qu'il a eue là à l'instant, qu'est-ce que ça disait de son comportement, est-ce qu'il était en train de se cacher, est-ce qu'il était dans de l'évitement, quand moi, conseiller, je lui posais une question qui visait à explorer un peu plus son ressenti. Parce que le client a souvent tendance à faire de l'évitement naturellement pour éviter d'être en contact avec ce qui lui est douloureux, problématique, qui génère de l'anxiété. Donc il va mettre d'instinct en place des stratégies d'évitement. Et donc avec l'acte, on va chercher à les identifier en tant que conseiller, de façon à les nommer au client, et ensuite en atténuer l'effet, justement en les dépassant.